On va accueillir le professeur Frédéric Sachet qui vient de Bordeaux. Et merci beaucoup d'être venu pour nous parler de la mort subite du sportif. Arrêt cardiaque, mort subite, des transitions magiques là. Vous êtes très fort. Mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de venir. Alors, est-ce que c'est... Oups. Donc de vous parler de la mort subite donc chez le sportif. Donc après la plomberie, on va faire un peu d'électricité. C'est bon, normalement ça doit partir. Voilà, super. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, ma présentation est à géométrie variable, hein, donc même pendant ma présentation, le but c'est de pouvoir échanger des éléments d'information et de discussion, donc vraiment n'hésitez pas. Alors j'ai pas de conflit d'intérêt, c'est mes relations avec l'industrie, mais pour ce topo d'arrêt cardiaque, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier. Alors il est de coutume toujours de faire un peu d'épidémiologie, mais c'est quand même important pour remettre les choses en place. La mort subite, c'est 350 000 patients par an, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les chiffres sont à peu près identiques. Et pour comparer, la mort subite du nourrisson, qui dans la population générale marque, et c'est normal, en France, c'est une centaine par an. Les morts subites des sportifs, c'est environ 400 par an en France, et dans les études, c'est 5% des morts subites. Donc le premier point là, c'est important d'en parler parce que ça touche des populations jeunes, mais c'est une toute petite partie des morts subites. Et d'un point de vue général, le sport est bon pour la santé. Il faut faire du sport, c'est très important. Et le risque lié au sport est minime par rapport aux bénéfices. Donc ça, je suis sûr que vous en êtes tous convaincus, mais c'est quand même important de le rappeler en préambule quand on parle de choses comme la mort subite. Une prévalence d'environ 110 par million d'habitants et une survie. Alors, ces chiffres sont un peu anciens et c'est un peu meilleur. Aux États-Unis, 5%, 2% en France. C'était avant le développement des défibrillateurs automatiques qui sont maintenant assez bien généralisés. On verra que les taux de survie sont bien meilleurs et ça a nettement avancé les choses. Il y a encore des choses à faire et éventuellement des coopérations à lancer. Mais c'est quand même si ça s'est amélioré, ça reste un pronostic très sombre. Si on prend les athlètes, c'est entre 6 et 9, environ 10 par million de personnes et par an. Donc ce qu'on disait, bien plus faible, même pas un dixième. Donc encore une fois, il est bon de faire du sport, j'insiste lourdement, mais c'est très important. Et on voit que la survie, quand c'est lié au sport, est bien meilleure. Dans ces chiffres-là, c'est 15%, mais ça s'explique, puisque c'est des gens qui font du sport généralement qui sont quand même en meilleure santé globalement et qui, quand il leur arrive un problème, mais que ce soit pour tout événement médical, finalement, ils sont en meilleure santé globalement et donc ils s'en sortent mieux et ils récupèrent mieux. Si on se focalise simplement sur les morts subites liées au sport, encore une fois, ça représente pas c'est les études sur le registre parisien de morts subites centralisé par l'HEGP, mais qui inclut tous les partenaires, SAMU, pompiers, et donc ils ont un très beau registre par rapport à ça et peuvent en tirer pas mal d'informations. Quand on regarde chez les athlètes par rapport à la population générale, donc que des morts subites liées au sport, mais chez des gens qui vraiment athlètes versus population générale qui font du sport, on voit, alors alors vous avez pas, si vous avez mon pointeur, c'est des valeurs absolues là. Donc, alors qu'il y a beaucoup moins d'athlètes que la population générale, forcément, on voit que les taux chez les très jeunes, chez les jeunes à moins de 20 ans, est finalement beaucoup plus important chez les athlètes, d'accord ? Et donc là, ce sera un des messages, le dépistage est très important à l'adolescence particulièrement pour éviter les morts subites chez ces jeunes. Et puis rapidement, ça s'inverse et les athlètes sont plutôt globalement protégés. Donc quand il arrive des problèmes chez les athlètes, c'est plutôt à l'âge jeune et à l'adolescence. Et donc c'est là où le screening va être utile et important. Et dernière diapo d'épidémiologie avant de rentrer dans le dur du sujet, pareil, de la même équipe de Xavier Jouven et Éloi Marijon à Paris, sur les patients qui font un arrêt cardiaque. Donc un tiers chez qui une réanimation est débutée. Et ce chiffre-là qui sont terribles, alors ils sont anciens, mais ça n'a pas énormément augmenté. Ça, c'est la population générale. Ce n'est pas forcément lié au sport, mais c'est un premier point très important. Vous voyez, un témoin dans 80% des cas de l'arrêt cardiaque,
et il n'y en a que 45% qui font le massage cardiaque. Quand on sait que chaque minute compte, c'est catastrophique. C'est catastrophique, et d'ailleurs c'est tellement catastrophique que ça aboutit à une survie de 4,5%. D'accord ? Donc des gens chez qui on a tenté une réanimation. Et donc là, le premier point, et ce qu'on essaye de mettre en place, et les pouvoirs publics également, c'est que tout le monde devrait être formé aux gestes de premier secours. Et là, il y a un travail de nous tous à porter pour améliorer la formation de tout le monde, de toute la population aux gestes qui sauvent. Et là, c'est de la population parisienne où finalement il y a une certaine promiscuité, où il y a des secours qui sont censés arriver assez rapidement. Mais comme chez nous en Gironde, où on a des territoires élargis, où avant l'arrivée des secours, il peut se passer un peu de temps, ou comme vous le disiez ici, dans le centre du pays, où les secours ont un peu plus de temps à mettre, il est vraiment important que tout le monde soit formé aux gestes qui sauvent. Alors, et un des critères, alors bien sûr avoir un rythme choquable, mais ça on ne peut pas jouer dessus, donne un meilleur pronostic. Ça c'est comme ça, c'est parce que c'est l'origine. Mais encore une fois, la réanimation par le témoin, on va le revoir, est l'élément le plus crucial pour la survie. Alors, l'évolution au cours du temps, Marc Vivien-Fauet 2003, j'ai retrouvé entre-temps la date, ce qu'il ne faut pas faire, d'accord ? Donc Stade Gerland de Lyon, donc normalement des professionnels autour. Donc tout le monde regarde, on le met sur un brancard. Enfin, je sais pas, alors pour les plus anciens comme moi, de voir ces images est catastrophique. Enfin, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire rien, et on le transporte pour aller l'amener à l'intérieur. 2021, Christian Eriksen, vous pouvez voir quand il est tombé, mettez le chrono, 2 minutes avant qu'il soit choqué et donc sauvé. D'accord ? Et vraiment, ces deux images sont aux antipodes, et vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire d'un côté et tout ce qu'il faut faire de l'autre, et ce qui change tout dans le pronostic du patient, quoi. Alors je vais passer, on va pas passer 2 minutes à voir, mais vous pourrez le faire et chronométrer. 2 minutes, c'est long. Quand on voit les images, c'est très long. Mais il est nickel, il n'a pas de séquelles, et il rejoue au foot en plus, quoi, avec un défibrillateur, mais il rejoue au foot. Donc Jérôme ne me contredira pas pour dire que c'est quand même important dans la vie, quoi. Donc ça, pareil, donc toujours la même équipe, papier récent sur l'évolution au cours du temps de la prise en charge des gens, et du devenir et de l'amélioration du pronostic. Donc ça se passe, donc, encore une fois, on parle de mort subite liée au sport, puisque c'est la thématique qui m'a été demandée. On est globalement à environ 50% des cas toujours dans une enceinte sportive, alors, sauf la dernière année où c'est beaucoup plus. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, encore une fois, c'est l'évolution des témoins. Alors, là, pas forcément du sport de haut niveau. Là, c'est vous, moi, qui faites du sport. D'accord, c'est vraiment les morts subites liées à la pratique sportive. Et vous voyez que la proportion de témoins, donc de massage débuté tôt, en fait, c'est ça que ça veut dire, un tiers seulement sur la première période qui était 2008 à la période 2018 plus récente, 94% qui font un massage cardiaque, se traduit directement en termes de survie. 23% de survie, donc chez les sportifs, encore une fois, ou des gens qui font du sport régulièrement, donc le pronostic est meilleur que la population générale avec des témoins, à 2 tiers de survie, quoi. Donc on multiplie par 3 les chances. Donc c'est vraiment important, et ce graphique ne dit pas autre chose que ça. Il y a une corrélation très claire entre massage débuté par le témoin et survie. Et cela dit la même chose, c'est ici du même papier. Le taux de mort subite lié au sport, enfin d'ailleurs c'était même pas, si le taux de mort subite lié au sport n'évolue pas trop dans le temps, on a toujours le même nombre, donc ce qui veut dire au passage qu'on n'est pas très bon en prévention, d'accord, et on va revenir dessus à la fin de mon topo, parce que le massage cardiaque c'est hyper important tout ça, mais si on arrivait à prévenir les choses, ce serait quand même mieux, si on arrivait à ne pas avoir cette mort subite. Il y a des pistes, mais on est encore très loin d'y arriver. Mais les améliorations, on voit le nombre d'utilisation de défibrillateurs automatiques externes, et la proportion aussi de réanimation faite par le témoin qui augmente avec le temps, et avec l'augmentation également de la survie à la sortie. Donc j'ai insisté lourdement, mais c'est important, et ça, nous tous, on peut le faire. Alors on développe, nous, des coopérations avec les clubs de sport, alors au niveau local et municipal, pour essayer de former les jeunes, par exemple, et c'est pas forcément les jeunes, mais dans les clubs,
de sport, mais ça peut être aussi dans les associations. Et je pense que là, on a tous un rôle à jouer. Alors bien sûr, c'est le rôle des autorités, de l'ARS et autres, mais nous, en tant que médecins, tous ensemble, on peut s'impliquer localement dans nos communes pour essayer de développer ça. Là, on le fait, c'est le club de basket de ma fille, où c'est le stage de pré-rentrée. Vous faites une demi-journée de formation, tout ça. Massage cardiaque, c'est bon, c'est costaud physiquement. Hein, donc, on peut faire un concours de celui qui masse le plus longtemps, qui arrive à tenir à 100 par minute pendant le plus longtemps. Vous verrez, amusez-vous à le faire, c'est bien costaud, quoi. Donc ça peut avoir un côté quand même d'intégration et vraiment, encore une fois, tous, à chacun, on peut participer à ça localement dans nos municipalités ou autres. Et d'ailleurs, il y a eu un décret publié à l'été 2020, justement sur les gestes qui sauvent et le statut de citoyen sauveteur pour protéger les gens, parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, mais si je fais pas bien, si la personne elle meurt, mais de toute façon si vous faites rien, il va mourir. Donc c'est hyper important. Donc ils sont protégés par la loi. Alors dans ce rapport, c'est intéressant de le lire. Ils estiment que le taux de formation de la population est de 30%. Je trouve ça très ambitieux. On peut voir autour de nous, en dehors du milieu médical, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment 30% de la population. Et surtout, ils ont une cible de formation de la population à 80%. Donc c'est bien, il faut être ambitieux dans la vie, mais ça nécessite que tout le monde s'y mette pour arriver à ça. Donc dans le statut, donc il y a un statut pour mieux protéger les gens, sensibiliser. Alors les journées nationales, c'est super, il y a des journées nationales tous les jours, on ne sait plus pourquoi, mais bon, au moins ça a le mérite d'exister. Clarifier l'organisation de la formation et encore une fois, on peut tout à chacun au niveau local aller là-dessus et puis évaluer la mise en œuvre. Alors si on revient à la mort subite et à la prévention, encore une fois de la même équipe, en fait le vrai souci à mon sens, c'est que le plus souvent on n'a pas de cause, on ne retrouve pas de cause et c'est vraiment crucial alors de retrouver une cause. Parce que c'est ça qui va pouvoir éventuellement permettre de prévenir dans le reste de la famille des événements. Et donc il y a tout le bilan après familial qui va être crucial. Alors je suis biaisé parce que moi je vois, alors chacun en fonction de nos spécialités, on ne voit pas les mêmes arrêts cardiaques parce que les coronarographistes vont voir les arrêts cardiaques liés à l'ischémie myocardique, qui est la première cause indéniablement. Nous on va voir plutôt ceux qui sont liés à des maladies du rythme cardiaque, qu'elles soient génétiques ou autres. Donc on a chacun notre prisme, mais quel que soit notre prisme, là c'est chez les athlètes en compétition et là la population générale, pour 80% de la population générale, on n'a pas de cause. Donc même si la maladie coronaire est la plus forte en proportion relative, c'est rien par rapport à ceux chez qui on ne sait pas à quoi est liée la mort subite. Et ça, c'est très problématique et c'est très vrai en France, parce qu'on n'a pas non plus le recours à l'autopsie ou à rechercher la cause. On jette un voile pudique dessus quand ça arrive et on ne va pas aller creuser. Alors c'est des situations pas faciles, mais par exemple aux Pays-Bas ou en Angleterre, quasiment toutes les morts subites vont être autopsiées. D'accord ? Ce qui va permettre d'avancer. Parce qu'effectivement, si c'est lié à un infarctus, on va peut-être pas, on ira sur les facteurs de risque, dyslipidémie éventuellement familiale, mais voilà. Alors que s'il n'y a rien, on va aller chercher plus loin des causes génétiques ou autres. Et ça, c'est d'autres possibilités et d'autres choses. De l'analyse génétique sur les morts subites, et ça, c'est des coopérations avec le SAMU. On avait fait une étude multicentrique avec le centre de Nantes qui coordonnait à l'époque, et là, on est en train de le mettre en place de façon en routine, en pratique clinique, avec le SAMU de Bordeaux, qui est que lorsqu'il se déplace sur un arrêt cardiaque chez une personne de moins de 45 ans, il prélève du sang pour la génétique systématiquement. Alors bien sûr, ils ne vont pas demander le consentement à la famille, ce n'est pas réalisable, mais c'est nous dans un deuxième temps, et c'est comme ça qu'avait été fait l'étude, c'est-à-dire que le SAMU prélève du sang pour de la génétique, il se conserve le sang, donc il n'y a pas de souci, et après c'est nous derrière qui gérons 15 jours, 3 semaines après avec la famille, si le patient n'a pas survécu, de faire l'analyse génétique. On a des autopsies moléculaires, il y a des puces où on peut rechercher tous les gènes connus donnant des pathologies cardiaques. Donc c'est des puces ADN. Et ça, si on n'a pas eu de cause, si le patient n'a pas survécu, alors certes pour lui ça ne va pas changer grand-chose, mais pour la famille, c'est absolument crucial. Parce que si on trouve quelque chose, on pourra mettre en place justement des mesures de prévention et que la personne ne vienne pas nous voir après 5 morts subites dans la famille. Ça, il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire qu'on se réveille après 5 morts subites dans la famille et ça arrive encore malheureusement.
et donc également le recours à l'autopsie. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être mises en place n'importe où et ici, et s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut en discuter, de voir comment. C'est pas facile, mais c'est des choses qui peuvent se faire. On a également un programme à Bordeaux, on a un institut de recherche, l'Institut Lyrique, pour essayer d'avancer également sur la compréhension de ces mécanismes, avec chez les patients à mort cérébrale et qui ont un cœur qui n'est pas sujet à la transplantation, qui est récusé pour la transplantation, d'essayer de comprendre un peu les mécanismes physiopathologiques. Et également chez les patients qui sont transplantés, pour le coup, qui ont des pathologies connues, où on va, avec l'accord des familles, bien sûr, récupérer les cœurs pour des analyses beaucoup plus fines, ex vivo, avec des IRM 9,4 Tesla, de la cartographie optique, enfin des outils. Et encore une fois, là, c'est pour essayer d'avancer dans la compréhension de ces phénomènes et donc la prévention après. Et donc, encore une fois, d'avoir une cause, de trouver une cause est absolument crucial pour prévenir les événements plus tard. Et juste, mon arbre généalogique, mais pour nous, il n'y a rien de pire que ce patient-là arrive et qui nous raconte cette histoire, parce qu'il vient nous voir parce que c'est sa sœur qui est décédée, mais en fait, il y avait un cousin qui avait fait une mort subite, son père avait fait une mort subite, son oncle avait fait une mort subite. Enfin, ça, c'est catastrophique, c'est un échec total de la médecine, ça. Alors que si on se réveille dès la première mort subite ou qu'on essaye de trouver des causes, on peut empêcher toutes les autres, si on arrive à trouver quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une sensibilisation qui est cruciale. Alors, très rapidement, je passe. On travaille. Alors là, on a éliminé les causes coronaires. C'est les fibrillations ventriculaires, les morts subites dites idiopathiques. On a fait tout le bilan, on ne trouve rien. Et donc, on cherche. Et en fait, on trouve finalement, et je vais passer vite, que soit ça peut venir de ce qu'on appelle du Purkinje, c'est des extrasystoles très particulières qui sont relativement fines, qui viennent du ventricule droit ou du ventricule gauche, mais les extrasystoles à couplage court. Donc c'est des phénomènes R sur T, alors on a tous entendu parler. Ça, c'est des choses qui doivent interpeller, qui doivent faire appeler le cardiologue. Si vraiment vous avez des extrasystoles ventriculaires qui tombent dans l'onde T, c'est des extrasystoles tueuses, c'est-à-dire que quelqu'un va hyper bien, comme vous, moi, il n'y a rien du tout, il y a juste ces extrasystoles qui surviennent sur le sommet de l'onde T. Ça doit alerter et ça doit faire demander avis, parce que ça peut effectivement être fatal, et que finalement, avec des explorations plus poussées, alors là, on regarde avec une loupe, c'est pas la mort subite en général, c'est dans la sous-population des gens avec fibrillation dite idiopathique, on a fait tous les examens classiques, on n'a rien trouvé. Finalement, on arrive à trouver des choses, et à la fin, on n'a plus que 8% de ces personnes chez qui on ne trouve vraiment rien du tout. Donc, quand on creuse, on y arrive. Voilà. Alors, homme-femme, quel est le ratio de mort subite ? Encore une fois, il y a l'inégalité des sexes. On est beaucoup plus à risque de faire des morts subites. Enfin, les hommes sont beaucoup plus à risque de faire des morts subites que les femmes. Alors, il y a la pathologie coronaire, mais pas que. 95% des morts subites surviennent chez les hommes. Dépendant de l'intensité de l'exercice, quand c'est des morts subites à l'effort, essentiellement sur des efforts modérés ou vigoureux, très peu sur les efforts légers, je dirais. Et donc c'est un peu, ça dit la même chose. Chez les athlètes, c'est pareil. Et plutôt, alors ça c'est amusant, je n'ai pas d'explication, mais chez les femmes, plutôt lors des sports individuels, et la proportion de morts subites dans les sports individuels est un peu plus faible chez les hommes. Des différences possiblement de pratique et le type d'activité physique. Alors, mort subite et sexe, quand même, il faut en parler. Alors, je ne sais pas si c'est du sport ou pas, mais quand on regarde, pareil, c'est la série des Parisiens, donc de gens en région parisienne, donc que 0,6% qui survient pendant l'acte sexuel. Alors, ce qui est intéressant, donc c'est rien que chez les hommes. Les femmes ne meurent pas de mort subite pendant l'acte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y avait pas d'explication dans la discussion. En tout cas, ils n'ont pas discuté ce point-là. Par contre, donc il y avait forcément un témoin à chaque fois de la scène. Mais la médiane avant la réanimation est de 5 minutes. Donc plus que pour les autres, finalement, plus que pendant une activité. Alors j'imagine que ça doit un peu surprendre. Pardon ? Ouais, c'est ça. C'est pas dit dans la question. C'est pas dit dans l'article. Et le témoin ne fait un geste que dans 47% des cas. Un massage cardiaque n'est débuté que dans la moitié des cas, quoi. Donc voilà, encore une fois. Et ça conduit à un pronostic catastrophique. C'est le pire de ce qui peut arriver. Alors, il y a peut-être une autre explication, c'est les causes. Là, pour le coup, ils ont été chercher les causes.
Et on voit que la mort subite, elle n'est pas toujours cardiaque. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de faire des autopsies. Et finalement, donc, bon, bien sûr, il y a la cause coronaire, hein, qui est encore une fois prépondérante quand on trouve. Mais vous voyez, hémorragie méningée, finalement. Donc, hyperpression, voilà. Donc, tout n'est pas toujours cardiaque, mais c'est aussi pour ça que c'est important de faire une autopsie, pour éliminer aussi une cause cardiaque. Si c'est autre chose, ça ne va pas être les mêmes motifs, enfin, les mêmes examens pour la prévention et les mêmes conduites à tenir. Très rapidement, je vais pas passer sur les ECG, mais le problème, alors on peut discuter, est-ce qu'il faut faire un ECG à tout le monde avant le sport? Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. C'est très compliqué et c'est pas tout à fait clair si ça change vraiment quelque chose, parce que c'est bien d'avoir des ECG, de faire des ECG, mais encore faut-il pouvoir les interpréter, et il y a des fois on ne sait pas les interpréter. Enfin, même avec de l'expérience, on ne sait pas. Alors c'est des cas extrêmes que je vous montre. C'est un ECG, c'est un cas réel de l'ouest de la France, où le ECG a été fait, mais rien n'a été fait. La personne est morte quelques mois plus tard. Alors juste pour les gens qui ont moins l'habitude, j'en parle parce que c'est extrêmement rare. Hein, c'est juste, mais ça doit marquer, vous voyez, ce ton de thé là, très ample et hyper fine. C'est un QT court, c'est pas normal. Hein, ça, voilà. Même si on connaît pas ce que c'est, c'est des choses qui doivent interpeller. Malheureusement, c'est pas. Il y a eu le CG de fait, mais rien derrière, et ça s'est mal fini. Un autre à l'inverse. En l'occurrence dans l'équipe de basket de ma fille, elle jouait au basket depuis longtemps, jusqu'à temps qu'elle soit surclassée, cette jeune fille soit surclassée, donc elle a eu un ECG, et là pour le coup le médecin du sport QT allongé à l'inverse. Bon, peu importe, mais c'est pas facile, les ECG, c'est pas forcément facile à interpréter, et c'est pas hyper clair de savoir si ça améliore le pronostic. Un autre cas, alors que vous pouvez être plus amené à rencontrer, donc fédéral 1 de rugby, donc il commence à être costaud, mais 28 ans, donc il est plutôt sur la fin de sa carrière, numéro 8. Il est asymptomatique, il se plaint de rien du tout, et il est adressé quand même par le cardiologue parce qu'il fait sa visite de reprise, il a cet électrocardiogramme-là. Alors même quand on connaît, enfin, quand on n'est pas spécialiste de rythmologie, on voit qu'il y a un PR allongé. Alors mon PR allongé, est-ce qu'il est sportif, tout ça, il est quand même très allongé. Extrasystole ventriculaire. Mais finalement, ça, ces extrasystoles, elles tombent après long T. Elles sont plutôt ce qu'on appelle infundibulaire droite, c'est les extrasystoles bénignes classiques. Donc, pas grand-chose, mais quand même, ce qui doit interpeller là, c'est pas ces choses qui se voient comme le nez au milieu de la figure, c'est plutôt la transition. Donc bon, peu importe, mais ça monte pas, quoi, comme un infarctus un peu septal. Enfin, vous voyez, il manque de long d'air, quoi. Donc, et puis surtout, il le fait pédaler, et puis il y a des extrasystoles. Mais les extrasystoles sont pas les mêmes. Puis des doublés à l'effort, extrasystole à l'effort, c'est généralement pas très bon, quoi. Et puis atrial aussi. Peu importe, on va jusqu'à l'IRM, et donc en fait il a de la fibrose à l'IRM, donc on va de plus en plus devant des arythmies à l'IRM cardiaque. C'est quand même maintenant le juge de paix c'est bien meilleur que l'échographie pour des petites atteintes qui ne sont pas très visibles. Et en fait, si on avait fait l'interrogatoire dès le début, il y a 3 personnes qui sont implantées d'un défibrillateur et il y a une maladie familiale. Donc c'est bien de faire tous les examens, mais l'interrogatoire de base est aussi, peut pas mal aider, et surtout l'interrogatoire de la famille. Donc les autres choses pour la prévention, il y a dans les études entre 13 et 70% des personnes qui ont des signes précurseurs, des douleurs thoraciques. Alors, on a tous plus ou moins des douleurs thoraciques, donc c'est pas facile de faire la part des choses avant. Mais surtout, ce qui est important, c'est les règles d'or édictées par les cardiologues du sport. Ça, tout le monde doit avoir ça, et les remettre. Alors, c'est des choses évidentes. Hein. On fume pas juste avant de faire un effort. Quand on va faire un soccer five, il y a 3-4 Pékins toujours qui sont en train de cloper. Tu fumes plus, Jérôme, non? C'est bon. Avant, alors, si vous voulez fumer, c'est après le sport, quoi, mais pas juste avant, quoi. Parce que sinon, c'est bête, hein, mais c'est comme ça que les accidents arrivent, quoi. C'est quoi? Que du bio ici, d'accord. Mais en tout cas, pas juste avant de faire un effort. Ça peut paraître ridicule. Pareil, si vous avez de la fièvre, vous n'allez pas aller courir. Enfin, c'est des choses qui nous paraissent évidentes, mais quand on en discute avec les patients, c'est pas si évident que ça, quoi. Et donc j'ai volontiers, je leur remets ça, ça, et je dirais qu'à la limite à tous vos patients qui veulent faire du sport, et surtout la reprise du sport, faut pas hésiter à leur remettre ces informations-là. C'est vraiment important. Et très rapidement, parce que je pense que j'ai complètement dépassé mon temps, il y a ce papier qui est bon pour la reprise du sport après un accident cardiaque.
D'accord. Donc je vais passer dessus. Mais on voit que c'est beaucoup plus permissif quand même dans les cardiopathies hypertrophiques. Alors bien sûr, s'ils ont des critères de mauvais risque, pas de reprise du sport intensif, mais du sport léger d'entretien physique, on peut quasiment toujours en refaire. D'accord. Donc il y a simplement les sports vraiment intensifs qui vont être limités, et chez certaines personnes on peut même leur autoriser du sport de compétition dans les CMH pas très altérés. Voilà. Dans les cardiopathies dilatées également. Et enfin, dans les dysplasies rythmogènes, c'est probablement la seule entité pour laquelle, même s'ils n'ont aucun phénotype, c'est-à-dire ils n'ont aucun signe de la maladie, mais juste le gène suffit à contraindre le sport de compétition, parce que là, pour le coup, le sport peut aggraver la maladie et l'accélérer. Donc, je vous invite, enfin, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir directement le papier. Voilà. Donc, pour conclure, je crois que j'ai largement insisté, mais la réanimation des témoins est absolument cruciale, et toute la population doit être formée à ça. C'est un peu comme les vaccins, plus on aura de personnes formées, plus on arrivera à améliorer les choses. L'autopsie, qu'elle soit physique ou moléculaire, et ne pas oublier de penser à ça, et ça peut être des coopérations avec le SAMU pour pouvoir récupérer le sang des gens pour faire ces analyses, et c'est très important pour la famille. Les 10 règles d'or et les recommandations pour la participation au sport. Dernière chose, on a des bouquins, ça vous intéresse, sur la rythmologie et la syncope en français, donc, que vous pouvez retrouver, et ISCAT pour ceux qui sont alors rythmologues, simplement, c'est sur les techniques d'ablation, voilà. Merci Fred pour cette brillante présentation. En attendant quelques questions, moi j'avais une remarque pour toi sur la prévention, en tout cas sur le dépistage cardiovasculaire pour prévenir une mort subite. Je suis quand même moins convaincu, alors que ce soit rentable de faire des électros systématiques à tout le monde. Alors il faudrait le faire effectivement parce que on peut éviter une mort subite, mais je crois que dans les études, il faut screener 20 000 patients, 35 000 patients pour éviter peut-être un événement. Et entre-temps, effectivement, vous avez sélectionné 500 patients qui ont des examens complémentaires poussés, et sur lesquels, effectivement, certains, on va les arrêter pour faire du sport, qui n'auront pas forcément d'événements, d'autres un peu plus difficiles. Voilà, le dépistage de masse, en tout cas, dans la population générale, et c'est plus discuté. Oui, et c'était pas mon propos. Tu remarqueras que je suis très dubitatif par rapport à ça, parce que, comme tu l'as dit, déjà, on a tous plus ou moins des anomalies. Je vous ai pas mis mon électrocardiogramme, mais j'avais joué à ça une fois avec des cardiologues, ils m'ont trouvé plein de choses. C'est terrible. Donc non, c'est pas facile. Il y a des atypies, et on en voit plein des atypies, et sans pour autant que ça ne signifie quoi que ce soit pour la suite. Débauche d'examen, de stress également, parce que quand on dit ah non, votre électrocardiogramme n'est pas complètement normal. Donc non, effectivement, on n'a pas encore de preuves très fortes quand c'est pas ciblé en tout cas. Oui. Et après, surtout qu'il faut répéter les électrocardiogrammes, c'est aussi le message à dire, parce qu'effectivement, votre électrocardiogramme est dynamique. Si vous en faites un à 15 ans, ce ne sera pas le même que celui que vous pouvez avoir à 22 ans ou 30 ans. Donc, effectivement, on peut avoir des CMH qui apparaissent un peu plus tardivement sur l'électrocardiogramme. Donc, c'est aussi des examens qu'il faudrait répéter. Donc, effectivement, le dépistage de masse, en tout cas, très compliqué. Et donc, sur les autres choses aussi, je pense que s'il y a possibilité... vous avez la chance, pour le coup, à La Réunion, de travailler tous ensemble, d'établir des registres. Donc nous, on essaye de le faire en Gironde. S'ils ont réussi à Paris, où il y a le SMUR, les pompiers qui se tirent la bourre, je pense qu'on doit pouvoir, dans les autres départements, le faire. Et je pense que c'est quelque chose, ça donnerait des informations très intéressantes, parce que peut-être que les profils ne sont pas les mêmes et les actions à mener sont aussi différentes. Donc c'est des choses à réfléchir aussi. Vous êtes très dynamique. C'est quelque chose qui peut être aussi à envisager, d'avoir ce type de registre pour aller un peu plus loin, essayer de comprendre mieux les choses et mettre les actions après en place pour améliorer. La première, c'est que, ça fait plusieurs décennies que je vois 50 000 morts subites en France par an, 3% de survie. Et j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Si la survie, justement, est améliorée, alors le nombre, non, effectivement, le nombre reste à peu près stable. Donc effectivement, sur la prévention, globalement, le nombre est toujours à peu près le même. Par contre, où ça s'est amélioré, c'est sur la survie. Et on est plutôt entre 5 et 10%. Maintenant, avec le développement des défibrillateurs, si un maximum de personnes est formé à la réanimation, on augmentera. Mais effectivement, c'est des petits pourcentages à chaque fois, parce que il y aura toujours des morts subites dans son lit, il y aura ou sans témoin.
Et ça, à part dans le James Bond où il s'automet le défibrillateur, ça marche pas trop, quoi. Quand, voilà, quoi. Donc, je vois ici sur la ville de Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de défibrillateurs en ville, je pense. Quand on se balade, il n'y a pas beaucoup de défibrillateurs. Après, faut voir, on peut travailler là-dessus, effectivement, avec les communautés, enfin, l'essai collectives. Mais c'est ça, hein, je pense qu'il y a le défibrillateur, il y a la formation, tout ça, c'est un tout, et c'est le travail tous ensemble, de toute façon. Hein, c'est pas chaque personne dans son coin qui y arrivera. Hein. Et deuxième question, j'étais un peu étonné par une diapositive où vous disiez qu'il y a 80% des patients qui ont fait une mort subite, mais on n'avait pas de cause. Donc moi, je pensais que 80% c'était ischémique. Alors c'est toujours le biais de toutes ces études, c'est 80% de ceux pour lesquels on a la cause est ischémique. Mais si on prend le total des morts subites, ça représente que ceux qu'on sait, c'est à peu près 20%. Autopsie quand même dans le monde. Alors là c'est sur les séries parisiennes là. Mais oui, il y a eu des séries dans le monde. Mais encore une fois, en France, on n'est vraiment pas bon sur les autopsies et en fonction c'est vraiment très centre dépendant. Et globalement, quand même, on va assez peu aller plus loin, quoi. C'est facile d'avoir une autopsie? Non, en France. C'est très difficile, effectivement. Alors, oui, la question là, enfin, le commentaire, c'est que c'est une volonté de ne pas avoir d'autopsie. Ça dépend effectivement des pouvoirs publics. On a déjà effectivement d'avoir du mal pour les autopsies légales demandées par le parquet. Mais effectivement, c'est un champ de la médecine. C'est fait, alors ça dépend des centres, mais nous à Bordeaux, finalement, il y a des gros soucis en médecine légale, parfois fait par les anapathes, mais qui ne connaissent pas forcément les pathologies. Donc non, effectivement, c'est un champ un peu sinistré, mais aux Pays-Bas ou en Angleterre, c'est très développé. Donc c'est vraiment une volonté, pour le coup, organisationnelle et administrative. Merci beaucoup, Fred.